Bonjour à toutes et tous, c'est un immense plaisir de lancer ce webinaire pour le lancement justement de la plateforme Espoir. Alors c'est pas moi qui peux le dire, mais je crois quand même que c'est un grand jour pour la prévention du suicide en France. Ça fait un peu présomptueux peut-être de le dire, mais en tout cas je crois que c'est quand même un moment important en tout cas. Alors on va co-animer ce webinaire avec Pauline Lotaille qui est chargée de projet sur Espoir. On va vous guider un petit peu à travers ce webinaire de lancement. Je vais faire rapidement une introduction qui se voudra pas trop présomptueuse, mais simplement pour souligner avant tout la richesse de ce projet qui est vraiment un projet collaboratif et participatif. C'est un terme qu'on va utiliser à de nombreuses reprises, mais je crois que c'est ce qui fait la richesse d'Espoir et c'est ce qui fait que on pense que ça va marcher. En tout cas, on est content déjà d'en arriver là aujourd'hui. Alors, on n'est pas n'importe quel jour, on est le jour du printemps. C'est important. Et on a choisi cette date volontairement. Il nous a semblé important de commencer à lancer Espoir le jour du printemps. L'idée, vous l'avez compris, avec un terme comme ça, Espoir, hein, ça veut dire endeuillé par suicide, plateforme d'orientation, information et ressources, mais ça fait moins joli que Espoir. Derrière cette idée, c'est vraiment une idée qu'on veut porter et qui est une idée centrale dans l'accompagnement du deuil après suicide, qui est une thématique, le printemps qui vient toujours après l'hiver. C'est pas de nous, hein. Marie de Jorgui-Berry, qui a perdu son fils par suicide il y a quelques années, a publié en septembre dernier un ouvrage qui porte ce titre. Après l'hiver vient toujours le printemps. Et finalement, cette idée que même au milieu de l'hiver que constitue le deuil après suicide, il y a toujours un espoir qui est possible. C'est vraiment un point central de la plateforme Espoir. Alors la plateforme Espoir, on va le décrire plus en détail dans les minutes qui viennent, mais si on en est là aujourd'hui, c'est pas grâce à uniquement quelques personnes, c'est un fourmillement d'énormément de personnes qui ont travaillé pendant plusieurs mois, main dans la main, avec des compétences respectives pour en arriver là. Et il a fallu des ingrédients complexes pour qu'on arrive à une recette qui puisse fonctionner. Ça permet de souligner que c'est un projet qui a été financé de deux manières par l'IRESP, l'Institut de recherche en santé publique, qui nous a apporté un financement qui nous a permis d'avancer dans le projet, et puis le centre hospitalier de Vinatier, qui porte à la fois par le financement et puis par la présence de notre équipe au sein de l'hôpital, l'existence de la plateforme. Et puis derrière ces financements, c'est une collaboration entre des acteurs du champ de la prévention, du champ sanitaire, du champ de la recherche sur les systèmes de santé, du champ du numérique en santé. Et c'est cette collaboration globale entre des acteurs qui se présenteront et qu'on vous présentera plus tard, qui a permis justement d'arriver à, on l'espère en tout cas, un haut niveau de qualité sur la plateforme. Collaboration et aussi, et peut-être surtout, participation des personnes concernées, c'est-à-dire des personnes touchées malheureusement par le suicide d'un proche. Ça veut dire aussi les associations engagées depuis des années qui font un travail remarquable au quotidien pour les personnes endeuillées par suicide, et puis les professionnels également qui s'engagent dans cette clinique si nécessaire. Et c'est cette participation de toutes ces personnes qui a permis aussi qu'on arrive au contenu qu'on vous décrira et aux missions qui seront celles de la plateforme Espoir. Donc c'est vraiment une plateforme interactive, dynamique, participative, collaborative, qui voit le jour aujourd'hui après plusieurs mois de travail. Et je dirais que finalement aujourd'hui, on lance un projet dont la suite, on la connaît pas bien, puisqu'elle va dépendre de chacune et chacun d'entre vous. C'est ce que collectivement, on va faire de ce que nous, on appelle une communauté d'expérience. C'est un terme qu'on réutilisera. Communauté d'expérience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, le deuil après suicide, le suicide d'un proche, c'est un événement tellement bouleversant, tellement central dans l'existence d'un individu, ou tellement important dans ce que va proposer une association comme accompagnement, ou tellement important dans le soin que vont apporter les professionnels autour de cette expérience si douloureuse qu'on peut partager ensemble. On peut créer une communauté. Et c'est vrai que le numérique nous aide à faire ce type de communauté parce que qu'on soit dans le nord de la France, dans le sud, à l'est, à l'ouest, on peut se retrouver finalement dans un lieu, alors un tiers-lieu, je ne sais pas comment il faut appeler le numérique, mais en tout cas dans un endroit où on va pouvoir partager un certain nombre de choses. Et derrière le numérique, c'est surtout de l'humain. Et ça, je crois que c'est un point important sur lequel on reviendra. Ce sont des femmes, des hommes qui ont travaillé, qui ont collaboré, qui ont participé et qui vont continuer de le faire.
Et on espère vraiment que cette plateforme va trouver sa place pour toutes les personnes qui en auront besoin et qu'elle permettra justement d'apporter cet espoir, même dans des moments les plus sombres, même dans les jours qui suivent le décès de son proche, on a l'impression que le monde s'écroule, que la vie devient presque impossible, sinon invivable. Et on espère que ce sera peut-être pour certains, certaines, une première lueur, une première manière de retrouver la voie de l'apaisement. Alors au-delà de ces belles paroles de lancement, l'important c'est de voir un petit peu comment s'est fait cette plateforme, à quoi est-ce ce qu'elle vise, qu'est-ce qu'on espère pouvoir apporter et comment on espère que dès aujourd'hui et puis dans les semaines, les mois, les années qui viennent, elle va venir apporter l'aide à ceux qui en ont besoin. Pour ce faire, je vous l'ai dit, c'est collaboratif. Donc, puisqu'on l'a fait en collaboration, il faut que chacune et chacun puisse prendre la parole pour exprimer la manière dont il a eu de participer au projet au cours des derniers mois. Donc, on va les uns après les autres donner la parole aux différents instituts, laboratoires, entreprises qui ont participé à la création, à la naissance d'Espoir. Je vais peut-être laisser Pauline vous décrire rapidement un petit peu le programme des minutes qui viennent. Alors, du coup, merci Edouard pour cette belle introduction. Alors, pour vous présenter un peu le programme, donc on aura tout d'abord l'intervention de l'IREPS. Ensuite, on aura l'intervention d'Interlude Santé, suivie de l'intervention du CHU de Lille. Ensuite, l'intervention de Reshape. Et enfin, on terminera avec l'intervention de Gilles et Audrey, qui sont deux participants qui ont pris part à l'étude Espoir. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Caroline Veillet, qui représente l'IREPS, donc l'Institut pour la recherche en santé publique, et qui est l'un des principaux financeurs de ce beau projet. Merci beaucoup. Donc déjà au nom de l'IRESP, je souhaitais vous dire à quel point on est vraiment heureux d'avoir participé à l'élaboration de ce projet et de cette plateforme. Et nous sommes très contents d'être avec vous pour le lancement aujourd'hui de la plateforme. Donc je vais faire mon rôle d'institut financeur et je vais présenter rapidement ce que nous sommes. Donc l'IRESP, c'est l'Institut pour la recherche en santé publique. C'est un institut qui est un groupement d'intérêt scientifique composé de 12 membres. Donc Pauline, si vous pouvez peut-être mettre le diapo. Alors, j'ai activé le partage. Ça prend du temps, donc... Pas de problème. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose ou c'est toujours... Est-ce que vous voyez votre diapo? Oui. Parfait, je le lance. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc c'était rapidement pour vous présenter les membres de l'IRESP qui donc sont tous contributeurs via notre institut au financement des différents projets que l'on va soutenir. Donc vous avez l'adresse, le ministère de la Santé, la CNSA, l'INED, l'assurance maladie, la MILDECA, le CNRS, Santé publique France, l'IRD, l'Institut national du cancer et le ministère de l'enseignement supérieur et enfin bien évidemment l'INSERM auquel on est rattaché. Donc tous ces membres se sont mis ensemble pour développer, structurer, promouvoir la recherche en santé publique et bien sûr en articulation avec les différents acteurs qui vont intervenir dans le champ, comme par exemple l'équipe pour le projet Espoir. Et notre but, c'est de renforcer les interventions et politiques visant à améliorer l'état de santé et le bien-être de la population. Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Très bien. Alors, j'ai juste un petit souci de connexion. Donc la façon dont on va fonctionner à l'IRESP, c'est justement, on va soutenir notamment et financer des projets. D'abord, on va demander une identification des enjeux et des besoins. Et une fois que ces enjeux et besoins au niveau des populations ont été identifiés, on va financer différents projets par des appels à projets. Et on a des appels à projets sur différents champs d'action, notamment en autonomie, en addiction et en services, intervention et politique favorables à la santé. Donc c'était sur ce dernier appel à projet que le projet Espoir avait été financé en 2020. Non, je dis des bêtises, je sais plus l'année, je suis désolée. Donc en ce moment, par contre, vous avez l'appel à projet autonomie qui est ouvert. Addiction qui vient de se fermer et notre dernier appel à projet qui va se rouvrir fin de l'année. Donc les projets qui sont sélectionnés et financés par l'IRESP vont être suivis tout au long de leur construction.
Et notre deuxième rôle principal, c'est de mettre en avant les résultats et de valoriser donc les résultats de ces recherches. On va avoir des grandes lignes directrices qui est l'interdisciplinarité, la recherche interventionnelle en santé des populations, et on va bien sûr le faire avec l'association des parties prenantes et un lien entre recherche, action et décision, puisque notre but est toujours de mener à une valorisation de résultats pour aider à la décision. Si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc sur le programme services, interventions et politiques favorables à la santé, donc nous avons vraiment un objectif d'éclairer les politiques publiques et donc aider la prise de décision fondée sur des preuves scientifiques. Et c'est en ça que le projet Espoir, qui est aujourd'hui abouti à la plateforme mise en ligne, illustre très bien ce mouvement. On va s'appuyer sur des données de recherche qui vont évaluer les besoins des populations. Là, notamment, le besoin, c'était que les personnes qui étaient endeuillées par le suicide d'un proche puissent avoir une ressource sur laquelle s'appuyer. Et ça a amené à la réalisation d'un outil fonctionnel pour répondre à ces besoins. Et donc, du coup, nous, là où on est très intéressés et très fiers d'avoir participé, c'est justement l'élaboration de cet outil et maintenant de pouvoir participer à l'évaluation de cet outil et de son fonctionnement en vie réelle. Et on espère qu'il pourra justement être essaimé plus largement et qu'il pourra effectivement grossir, grandir et servir son but, donc du coup, de répondre aux besoins de la population. Donc rapidement pour terminer, je vous fais un très grand bravo pour la réussite de votre projet et pour aujourd'hui l'ouverture de cette plateforme. Encore merci de nous avoir conviés pour la présentation de notre institut. Et si vous souhaitez être informé de la valorisation des projets qu'on a pu porter dans les différents domaines, vous pouvez toujours nous suivre sur les différents liens qui s'affichent. Encore merci et très bon webinaire à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre intervention, Madame. On va laisser place à Nathalie. Bonjour. Alors, Pauline, je ne vous entends plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de connexion du côté de Pauline. Ok. Ouais, Est-ce c'est pour que ça j'en j'ai- profite pour prendre la main? Oui, Vas-y, Nathalie, ouais. Ok. Alors, déjà bonjour. Je suis donc Nathalie Laplace. Je suis une des deux fondatrices de l'Agence Interlude Santé. Avant de commencer, je voulais remercier Édouard Laune, Pauline Coucherine et l'équipe en fait avec qui on a beaucoup travaillé durant plusieurs mois. Je crois qu'on peut dire à peu près 18 mois, donc ça a été une vraie collaboration. Et à la fois les remercier pour la qualité de nos échanges, leur professionnalisme et j'allais dire toute la relation qu'on a eue pendant ce projet-là, mais aussi les remercier de nous donner l'occasion de pouvoir présenter un petit peu ce qui a été fait et en fait la méthodologie et surtout j'allais dire la petite contribution qu'on a portée au projet. Donc nous, en fait, Interlude Santé, on est agence digitale spécialisée en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille avec des acteurs de santé pour à la fois trouver des solutions qu'on veut et qu'on espère efficaces et parfois innovantes pour à la fois la partie formation, la partie information, prévention et puis dès à présent, j'allais dire postvention. Donc pour traiter tout un ensemble de sujets à destination des patients, des associations et parfois même des professionnels de santé. Donc on intervient sur le conseil, l'accompagnement. Et l'accompagnement, pour notre part, c'est pas qu'un mot, c'est aussi une volonté. Et j'allais dire, c'est un peu toute la place que nous a donné l'équipe d'Espoir. Donc on a été un petit peu privilégiés justement dans cette collaboration. On fait aussi beaucoup du UX design d'ingénierie. Donc on a travaillé les interfaces du site Espoir justement en co-construction et en réunion avec les utilisateurs. On fait de la création d'illustrations et c'est ce qui nous a permis aussi de décliner l'identité visuelle, graphique d'Espoir et de proposer notamment un logo qui fait l'identité aujourd'hui et la partie bien évidemment développement. Alors juste en aparté, comme on est spécialisé sur la santé, on travaille sur tout un ensemble de sujets, des applications mobiles, des sites internet et dans les plus récents, on a notamment VSST qui est un site pour la prévention pour les professionnels de santé contre le harcèlement.
On a travaillé aussi, on a la chance de travailler sur eBref, donc une application qu'on a réalisée, parce qu'on travaille beaucoup au niveau lyonnais avec le centre hospitalier Le Vinatier, mais aussi avec les HCL. Et également, tout récemment, le site de Déficience qu'on a travaillé, là aussi en co-construction avec les équipes, mais aussi avec les utilisateurs, futurs utilisateurs. Donc là, on est dans le domaine de la déficience intellectuelle. Alors, dans le cadre du projet Espoir, donc, je disais, on a fait l'identité, là, on a travaillé notamment sur la colorimétrie avec une ambiance graphique parce que il y avait, j'allais dire, il y a une grande sensibilité sur le sujet et le sujet n'est pas forcément facile à aborder dans sa globalité. Donc voilà, on a fait un travail là-dessus et je crois été testé aussi, apprécié par les utilisateurs. Dans le cadre de notre démarche, on a travaillé avec une équipe qui a été mobilisée, qui était même, je regarde d'ailleurs qui est à côté de moi, mais qui est intervenue sur ce projet-là avec Pauline Coucherine et le docteur Édouard Laune pendant les plusieurs mois où on a travaillé ensemble. Alors, on est intervenu successivement dès le démarrage du projet et un petit peu en amont sur la partie appel à projet, pour la partie aussi définition du cahier des charges. On est intervenu ensuite sur la partie animation des ateliers, en tout cas écoute et observation des retours des utilisateurs, que ce soit les professionnels et les endeuillés par suicide, et l'ensemble des personnes qui nous ont fait part justement de leur retour et qui ont bien voulu participer et donner beaucoup de dynamique à ce projet-là. Et puis ensuite pour la partie développement et j'espère demain pour enrichir et faire évoluer le site internet et lui apporter en fait toutes les améliorations que peuvent attendre les utilisateurs. Juste sur la démarche, donc on a travaillé pendant ces plusieurs mois, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a commencé par reprendre un peu les objectifs, les attentes, parce que quand on dit une plateforme de ressources, ça peut sous-entendre beaucoup de choses. Donc, avant de passer d'une plateforme de ressources et d'un cahier des charges à réellement un site qui a pris vie sur le web, on a travaillé sur les fonctionnalités, sur la navigation, avec un objectif d'un site qui soit simple, qui soit fluide et qui soit surtout accessible à des personnes qui parfois peuvent être en situation de stress ou de grandes difficultés, notamment au démarrage. Donc, vraiment d'avoir un souci d'accessibilité pour les personnes qui l'attendaient. Donc, on a travaillé d'abord dans notre jargon, sur des maquettes fil de fer qui ont été présentées aux utilisateurs, qui ont été discutées, critiquées, enrichies, améliorées. Donc, on était vraiment dans une démarche itérative pour ensuite arriver sur des interfaces graphiques et justement une représentation un petit peu plus réaliste de ce qu'est le site aujourd'hui. Donc voilà, ça a été le fruit en fait de je ne sais plus combien de réunions et d'ateliers, peut-être une dizaine qui ont été très très riches et qui nous ont permis aujourd'hui, je pense, d'avoir un site qui répond aux attentes. A priori, on s'est bien parti pour ça. Et de toute façon, j'allais dire, la qualité des collaborations et des échanges qu'on a eus fait que s'il y a des améliorations à apporter, on pourra très certainement les entendre et on sera là pour les travailler avec les équipes. Voilà. Donc, merci déjà au Centre hospitalier du Vinatier et à toute l'équipe Espoir et à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet-là. Merci beaucoup Nathalie pour ta présentation. Alors maintenant, on a le plaisir d'avoir parmi nous le docteur Pierre Gangenet du CHU de Lille, qui nous a apporté son expertise tout au long du projet. Donc maintenant, je laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci Pauline. En fait, le plaisir est largement partagé. Je représente aujourd'hui également le professeur Guillaume Véva qui ne peut pas être présent avec nous cet après-midi. Moi aussi, je vous adresse mes remerciements d'être venu taper à la porte du CHU de Lille pour vous accompagner sur ce projet. Vraiment un grand bravo à Édouard, Pauline, Coucherim et tous ceux qui ont participé à la mise en place en ligne de cette plateforme. Ce que j'ai, moi, décidé aujourd'hui, c'était de voir un peu comment cette plateforme Espoir va s'intégrer dans la stratégie de prévention du suicide actuelle. J'ai 3-4 diapos, je vais partager mon écran si vous voulez bien. Vous me dites si c'est OK. Si... C'est OK. C'est OK. Alors, je vais lancer le diapo. C'est bon, vous voyez? C'est OK?
Ouais, donc pour vous dire des choses que vous connaissez probablement, mais la Direction générale de la santé, avec sa circulaire, a mis en avant des différentes actions qui concourent à la prévention du suicide en France, avec notamment le déploiement du programme Vigilance, avec toute l'axe sur les formations, au repérage, à l'urgence suicidaire, avec aussi cette lutte contre la contagion suicidaire, notamment à travers le programme Papageno, à travers aussi des travaux autour de la postvention collective, et puis depuis octobre 2020, la promotion du numéro national de prévention du suicide avec le 3114, mais ça passe aussi par plein d'autres acteurs que sont les acteurs des dispositifs d'aide et d'aide et d'écoute à distance, que ce soit le secteur hospitalier. Et donc on voit aujourd'hui qu'on a, d'autant plus avec la plateforme Espoir, un nombre d'acteurs présents sur le terrain qui est assez important. Tout ça, ça nous fait dire que bien c'est important de le mettre en perspective pour une stratégie, alors que cette stratégie soit globale, nationale ou multimodale, peu importe finalement le terme qu'on va choisir. Ce qui est important, c'est que cette vision, eh bien, elle puisse être panoramique, c'est-à-dire qu'elle soit en lien avec la prévention. Et quand on parle notamment de postvention avec la plateforme Espoir, eh bien, on ne sait pas si finalement c'est de la postvention, c'est de la prévention, enfin peu importe, on sait que toute action va favoriser cette prévention, qu'elle doit être en lien avec la promotion de la santé mentale, parce que le lien est très très fort entre le suicide, les idées suicidaires et puis la santé mentale, et en prenant en compte aussi, et ça je sais qu'Edouard y est aussi très très attentif, la correction des inégalités sociales et de santé et territoriales de santé, pardon. Cette approche, elle est inévitablement aussi alors multimodale, multiniveau, multisecteur, multidiscipline. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme je pense Espoir va le montrer, il faut que ça touche une population qui est ciblée, qui est parfois sélective, mais qui peut être aussi universelle, donc toucher toutes les étapes de cette prévention. Il faut qu'elle se fasse donc à différents niveaux, comme je viens de le dire. Il faut qu'elle se fasse de différents modèles, et j'ai cité le 3114, on a cité la postvention, on a cité vigilance, on a cité les formations, la communication aussi grand public. Et puis également, il faut qu'elle soit multisecteur et multidiscipline, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas concerner uniquement le champ du sanitaire, mais elle doit aussi concerner le champ du médico-social, du social, de l'associatif, du judiciaire, et prendre en compte toutes les disciplines, donc au-delà de la psychiatrie et psychologie, mais aussi des disciplines des sciences, de la sociologie, on l'a vu là, de l'ingénierie informatique, parce qu'il faut que toutes ces stratégies et ces actions puissent être mises en système. Et c'est le dernier point, c'est vraiment cette mise en articulation, cette synergie de ces modèles, parce que il faut passer de ces points un petit peu séparés à quelque chose qui ressemblerait à ça. Et je pense que c'est là aussi où la plateforme Espoir on prend tout son intérêt, parce que elle peut parler à tout le monde, elle peut parler aussi à une population qui a été particulièrement ciblée, voire sélectionnée par un événement tragique. Elle permet aussi, et c'est le but finalement de la prévention du suicide, de favoriser l'accès aux soins, de favoriser l'entraide, avec toujours bien évidemment ce qui nous anime, c'est-à-dire ce souci de l'autre, cette inquiétude de l'autre, en étant quelque chose aussi de, comme le disait Charles Edouard, de dynamique, de proactif, qui permet aussi d'être nourri et de vivre, de continuer à vivre même après son lancement. Et c'est extrêmement important. Et on voit aussi le lien que peut avoir cette plateforme avec le 3114, hein, qui, vous le savez probablement aussi, qui est ce numéro national qui cible des personnes de la souffrance à l'urgence suicidaire aiguë, mais aussi aux personnes endeuillées, personnes directement touchées, ou alors l'entourage, mais aussi les professionnels. Et encore une fois, on voit comment on arrive avec ces différentes actions à avoir une synergie, potentialiser nos effets pour les rendre encore plus efficaces, dans cette idée, bien évidemment, encore une fois, d'accès aux soins, de favoriser, de déstigmatiser. Et j'irai pas beaucoup plus loin, je reprendrai cette métaphore que Charles-Édouard Notre-Dame utilise régulièrement, de dire que toutes ces actions, eh bien, si on les prend indépendamment, ça reste des petites pièces de Lego qui ne ressemblent pas forcément à grand-chose. Et quand on les met ensemble, on a montré que c'est ce qui marchait aussi, c'est-à-dire plusieurs actions en même temps sur un même territoire, eh bien, on arrivait à construire quelque chose
qui pouvait ressembler voilà, à ce décor là de Lego qui était joli. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, le lancement de la plateforme Espoir, c'est une nouvelle pièce rajoutée à cet ensemble de Lego qui nous permettra de tous nous, acteurs de la prévention du suicide, à améliorer la prise en charge des personnes qu'on suit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Alors à présent, le docteur Edouard Lone va nous dire quelques mots en tant que représentant du laboratoire Reshape, qui s'est chargé d'analyser les données de l'étude. Voilà, alors effectivement, je vais prendre ma casquette de chercheur, puisque vous l'avez compris, le projet Espoir, hein, c'est vraiment un projet qui a l'articulation entre la clinique, le besoin des personnes concernées, on y reviendra, et puis effectivement la recherche. Hein, on est dans le cadre d'une plateforme qui est née d'un projet de recherche, et au cœur de ce projet de recherche, alors je vais représenter le laboratoire Reshape dont je fais partie. J'excuse notamment le Dr Julie Esbart qui a été l'une des membres principales du laboratoire qui est intervenue dans l'étude Espoir, mais qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc Reshape, un Research on Healthcare Performance, c'est un laboratoire de recherche lyonnais situé au sein de l'université Claude Bernard Lyon 1 et qui a comme tutelle principale l'INSERM et donc l'université Lyon 1. Alors c'est un laboratoire qui a été créé en janvier 2021 dans les suites finalement, qui a pris la suite d'une équipe d'accueil qui s'appelait ESPER, qui avait été créée en 2016. Et ce qui est central dans Reshape, et qui est anciennement ESPER, c'est vraiment les travaux de recherche portant sur la performance des services de santé, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on peut améliorer la performance des services de santé, c'est-à-dire finalement avoir des services qui soient de plus en plus adaptés aux besoins, aux attentes des personnes concernées, ce sur tous les champs de la santé, y compris donc la santé mentale et qui inclut également la psychiatrie. Alors il y a 3 thématiques principales de recherche autour de cette thématique centrale. Il y a une thématique sur les facteurs personnels et humains qui vont jouer sur la question de la performance des services de santé, des facteurs contextuels et organisationnels, et enfin les facteurs d'interaction avec les patients. Alors, le directeur de Reshape, c'est le professeur Antoine Duclos, et la directrice adjointe, c'est la professeure Anne-Marie Schott, qui sont tous deux professeurs des universités en santé publique. Alors, rapidement, sur la diapo suivante, on va voir donc reprendre un petit peu les différentes thématiques hein, avec un objectif final qui est d'améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Alors, effectivement, c'est des termes comme ça qui peuvent peut-être paraître à côté d'un certain nombre de besoins, mais qui en fait sont centraux, et notamment dans la plateforme Espoir, il y a une question de qualité. Il fallait qu'on s'assure que ce qu'on allait mettre en place était de qualité à tout point de vue, en termes de protection des données, en termes de qualité des informations données, en termes de qualité on l'a dit aussi, de navigation sur la plateforme. Une question de sécurité, c'est-à-dire qu'on sait que le deuil après suicide est un moment particulièrement à risque pour la santé mentale, on y reviendra. Il fallait que cet espace soit un espace de sécurité. Il ne faut pas qu'on crée une plateforme qui finalement soit à risque de majorer la détresse des personnes endeuillées par suicide. Et enfin, une question d'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut que ça serve à quelque chose. Et ça, c'est vraiment un point central sur lequel on reviendra par la suite. On aurait pu finalement créer cette plateforme en se mettant autour d'une table un après-midi entre collègues, à 3 ou 4, et se dire, ah bah tiens, on va faire la plateforme comme ça. Mais le risque aurait été très grand qu'on passe complètement à côté justement des besoins et des attentes et qu'on crée une plateforme qui, entre guillemets, ne soit pas efficace. Donc, au sein du laboratoire Reshape, qui est vraiment un laboratoire très pluridisciplinaire, hein, avec des chercheurs issus du monde médical, des chercheurs issus d'autres champs de la santé publique, des neurosciences, etc., des sciences sociales, des patients partenaires qui vont également participer, des administratifs. Enfin, c'est vraiment un laboratoire très, très pluridisciplinaire qui va s'intéresser donc à la fois, je disais, aux facteurs personnels, donc qui sont propres aux professionnels de santé et aux outils, des facteurs contextuels qui vont être liés à l'organisation du travail, l'adoption de nouvelles technologies, donc on est en plein dedans là avec Espoir, la question des liens sociaux, c'est exactement ce dont il s'agit là aussi, autour de la communauté d'expérience, mais aussi, et bien sûr, et c'est un point très important, la question des patients et des patientes, et les notions de capacité d'agir, de littératie, de partenariat sont centrales dans les travaux que mène Reshape, et c'est pour ça qu'il était tout à fait naturel qu'il soit partie prenante de cette étude, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, et encore une fois, on vous le montrera par la suite, c'est vraiment une étude de partenariat et qui vise justement, alors ce qu'on appelle l'empowerment, peu importe le terme, mais en tout cas de retrouver la capacité d'agir pour les personnes endeuillées par suicide.
Alors, Reshape a eu un rôle central tout au long du projet. À la fois, hein, l'IRESP nous l'a dit tout à l'heure, un projet de recherche, c'est avant tout un appel à projet auquel il faut répondre. Donc, il a fallu, là, pour le coup, se mettre autour de la table à plusieurs, avec l'ensemble des acteurs, pour monter un projet de recherche qui soit adapté. Et puis ensuite, on le verra tout à l'heure, ça a été un projet de recherche en 3 phases, avec un certain nombre d'analyses qui étaient nécessaires tout au long de ces phases pour vraiment s'assurer qu'on comprenait bien les besoins et les attentes des personnes concernées. Et donc, Reshape a été en charge du design et de l'analyse des outils de recherche qu'on a utilisés pour évaluer justement la pertinence, la qualité, la sécurité, l'efficacité de la plateforme au fur et à mesure de sa co-conception, de son co-design avec les différentes personnes impliquées dans sa mise en œuvre, donc collaborateurs et participants. Donc, on parlait juste avant de Lego et de pièces qui s'imbriquent. Vous voyez, je pense que vous le voyez en tout cas au fil des interventions, à quel point tous les collaborateurs et les acteurs de ce projet de recherche qui devient aujourd'hui officiellement un projet de soins avaient leur place et avaient une place très importante pour pouvoir mener à bien ce projet et pouvoir chacun et chacune trouver sa place dans la collaboration globale qui a été mise en place. Voilà pour Reshape. Merci beaucoup, Edouard. Alors maintenant, je vous propose qu'on écoute l'intervention de Audrey et de Gilles, alors qui sont des participants qui ont pris part au projet Espoir. Donc on va commencer par Audrey et ensuite on écoutera Gilles. Alors Audrey, tu veux que je partage ton diapo? Oui, bien sûr. Très bien. Donc bonjour à tous, moi donc je m'appelle Audrey Montagne, j'ai participé avec vraiment grand plaisir et beaucoup de fierté aussi à cette à cette aventure. Alors plus en tant que témoin puisque je suis moi-même une personne endeuillée par suicide. Et je trouvais vraiment très intéressant de pouvoir apporter ma pierre à cet édifice-là, qui est vraiment, comme vient de le dire le docteur Lone, un projet de soins, et qui, pour ma part, a fait cruellement défaut, en tout cas au moment où je cherchais moi-même un petit peu à ne pas me noyer. Tu peux y aller, Pauline, s'il te plaît. Parce que moi, dès le départ, pour moi, être impacté par un deuil, par suicide, ça a été la double peine. D'abord, certes, celle de la perte, et je pense qu'il n'y a rien de plus brutal, en tout cas, que celle de perdre quelqu'un par suicide. C'est difficile à entendre, c'est encore plus difficile à comprendre. Et c'est tout aussi difficile à annoncer, que ce soit à la famille du défunt, aux proches, aux enfants. Et la double peine, c'est aussi celle de l'indicible, parce que c'est difficile de prononcer ce mot-là, en fait, suicide. Ça reste quelque chose de tabou et c'est beaucoup plus entendable quand on parle de quelqu'un qui a mis fin à ses jours ou qui est passé à l'acte plutôt que quelqu'un qui s'est suicidé. Et puis, même si c'est brutal, même si c'est soudain, il faut quand même, on aimerait prendre le temps et on n'a pas le temps de réaliser ça. Parce qu'on doit faire face à plein de choses et de différents ordres, hein, social, financier, administratif. Et c'est là, en fait, que la plateforme peut prendre tout son sens. Je peux changer. À l'époque, moi, en tout cas, j'ai essayé d'affronter et j'insiste sur le mot seul parce qu'on est quand même vraiment désemparé. Il faut affronter nos émotions et tout se mélange, hein, comme dans tout deuil, hein, la peur, la colère, la tristesse. Pour ma part, il y avait aussi la honte qui se mêlait à ça. Il a fallu affronter le regard des autres, que ce soit à travers les jugements, les questionnements, des conduites d'évitement aussi, de personnes qui ne savent pas quoi dire, quoi faire. Voire même des accusations parfois, parce que tout le monde cherche forcément à comprendre et tout le monde ou presque peut chercher un coupable. Il a fallu affronter les mots et surtout le manque de mots. Voilà, que dire, quoi dire, à qui le dire, comment le dire. Et puis, il a fallu entendre aussi des mots qui parfois étaient là, soi-disant pour soulager, mais qui restent des mots très difficiles à entendre. C'est un acte de lâcheté, voilà, il est délivré, il ne souffre plus, c'est la faute à. Ça, on l'entend beaucoup aussi. Et affronter tout ça seul, ça paraît quand même
très difficile et en tout cas, ça n'a pas lieu d'être. Je peux changer la diapo. Parce qu'affronter le traumatisme du suicide, et encore une fois, moi j'étais là pour apporter mon témoignage à ce qui était là en train de se construire sous mes yeux. Il faut aussi affronter les répercussions psychologiques liées à ça. On reste confronté à un deuil particulier, dans le sens où c'est quand même la personne qui est allée chercher sa propre mort. Et ça reste quelque chose de très, très difficilement concevable au moment où, en tout cas, on l'apprend. Il a fallu faire face aux répercussions familiales, que ce soit notre propre famille, la famille du défunt, où on retrouve des conduites de solidarité, où on retrouve aussi pas mal de déchirements aussi autour de ce deuil-là. Il a fallu penser à la prise en charge des plus jeunes. Comment on annonce, quelles explications on donne en fonction de leur âge, en fonction des questions qui viennent pas. Est-ce qu'on donne son accord pour que les plus jeunes puissent se rendre au funérarium? Est-ce qu'ils doivent assister aux obsèques? Là, on peut revenir sur les personnes qui choisissent leur camp. Non, il faut les protéger. Oui, il faut absolument qu'ils y aillent. Vient aussi des tas de questions comme le soutien et le suivi psychologique, vers qui on se tourne par rapport aux plus jeunes. Et puis toute l'inquiétude autour de la construction de ces enfants-là qui vont devoir vivre sans l'image d'eux, du parent, du grand-parent, du frère, de la sœur qui est passé à l'acte. Le traumatisme est aussi lié à des répercussions professionnelles parce qu'on doit faire face à une baisse de productivité, parfois à des arrêts maladie qu'on n'a pas forcément envie de prendre, mais on est complètement dépassé par tout ce qui nous attend en termes de démarches administratives et on n'a pas vraiment d'autre choix que celui-là. Les répercussions sont sociales parce que, comme je l'ai dit, on doit faire face à des conduites ou des propos souvent maladroits. On se retrouve très restreint dans ses activités. On a plus tendance à s'isoler et à se replier sur soi, mais c'est aussi une façon de se protéger et donc de faire face. Et puis, et ça, moi, j'ai insisté tout au long de la construction de cette plateforme, c'est aussi ne pas se laisser déborder par les répercussions administratives et financières. Les démarches, les coûts liés aux obsèques, les lourdeurs administratives par rapport à la situation du défunt, les différents comptes qu'il a, que ce soit des comptes Internet, bancaires, Amélie, etc., les assurances, les prêts, qu'est-ce qu'on fait de la voiture, qu'est-ce qu'on fait des biens. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de ce tsunami-là lié au suicide. Et cette plateforme-là, du coup, pour moi, elle est plus que nécessaire, elle est plus que bienvenue parce qu'elle sert à se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et il y a 10 ans, c'est vraiment moi le ressenti que j'avais. Et pourtant, je m'étais tournée vers des associations et pourtant, j'ai tout fait pour ne pas l'être, mais on se sent quand même seul. Et on a besoin d'être accompagné sans savoir par où commencer. Et la première pour moi des questions, c'était de comprendre ce qui m'arrivait, c'est-à-dire comprendre mes réactions. Et ce sont des réactions normales qu'on a besoin de dédramatiser, comprendre les émotions. Alors, je ne les ai pas toutes mises, mais moi, je me souviens aussi que je me suis surprise à être soulagée de savoir que mon conjoint, en l'occurrence, ne souffrait plus. Et c'était très difficile à exprimer parce que qui l'exprimait forcément. Comprendre aussi les angoisses parce qu'elles surviennent n'importe quand et limite elles ne nous quittent plus et ça dure très longtemps. Elles sont légitimes et les accepter plutôt que de les combattre, c'est avéré à un moment donné nécessaire. Et puis comprendre aussi nos comportements. C'est aussi accepter qu'on peut se montrer agressif, qu'on peut avoir envie de s'isoler, qu'on peut mettre de la distance avec beaucoup de choses. Et tout ça, en fait, ça porte un nom, c'est le poids de la culpabilité. On se sent coupable, de ces réactions-là, de nos émotions, de nos angoisses, de nos comportements. Et c'est dans ce sens-là aussi que la plateforme, elle peut vraiment apporter beaucoup de choses. Et pour moi, du coup, c'est vraiment quelque chose que je présenterai comme une ressource, d'abord pour soi, parce que c'est d'abord pour soi, pour pouvoir après la présenter et être disponible pour sa famille, pour son entourage. Je viens de le dire, c'est une plateforme qui permet de déculpabiliser, de s'exprimer,
de ne pas se sentir gêné, de ne pas avoir d'a priori sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie de dire. C'est une plateforme qui permettra de poser toutes les questions sans se sentir jugé ou accablé. C'est une plateforme qui pourra permettre aussi d'être écouté, entendu, accompagné, soutenu, mais autant par des professionnels que par des personnes qui ont subi ce genre de deuil. C'est d'avoir accès à des ressources, des conseils, bien sûr des informations, mais surtout des réponses à des questions qu'on n'ose pas poser et de façon individualisée, parce que le deuil par suicide, ça reste un deuil qui est très personnel et propre à chacun. Et je dirais qu'Espoir, ça peut permettre à tous ceux qui la consultent de faire partie d'un tout et de pas ressentir ce deuil-là comme une exception, parce que le deuil par suicide, c'est pas une exception, c'est une réalité qu'il faut savoir affronter, qu'il faut savoir accepter. Moi, je dis toujours que le temps est un allié parce qu'on peut pas aller bien vite tout de suite, mais je terminerai aussi par dire que c'est possible d'aller bien et qu'aujourd'hui je vais bien et ma famille va bien. Et j'en ai fini. Et je remercie encore une fois. Enfin, pour moi, ça a été quelque chose de salvateur, même 10 ans après. Et je compte vraiment, voilà, je compte vraiment tout faire pour relayer cette info-là. Merci beaucoup, Audrey. Je t'en prie. Alors maintenant, on va laisser la place à Gilles. Alors, je vais juste le renommer comme co-organisateur. Alors, quelques secondes. Ça y est. Alors, est-ce que tu nous entends, Gilles? Est-ce que tu es avec nous, Gilles? Allô? Oui, Vous m'entendez? oui, on t'entend. Oh, c'est merveilleux. Oui, il y a un petit problème technique. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Donc, voilà, moi, également, j'ai été aussi invité comme personne concernée. Moi, je suis père aidant en santé mentale. Pour moi, cette expérience, effectivement, bon, l'aventure du deuil par suicide est quelque chose de particulier. Bon, ça on sait, c'est voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a pesé pendant plus de 40 ans avec le suicide de ma mère, voilà. Et moi, la chose qui m'a beaucoup importé, qui m'a beaucoup nourri dans cette aventure. Bon, c'est d'abord le fait d'avoir fait des stages au CPS. Ça a été une première prise de contact, puis de la rédaction d'un mémoire sur la question du suicide. Mais la façon dont a été géré l'accueil pendant toutes les réunions, tous les focus group et tout ça, pour moi, ça a été très important parce que je me suis senti réellement écouté. Voilà, j'ai vraiment eu le sentiment que la voix des usagers, voilà, dont je fais partie, avait autant de valeur que la voix de médecins ou, voilà, ou de gens avec des palmes universitaires. Et donc ça, pour moi, ça a beaucoup compté parce que comment dirais-je, ça m'a beaucoup encouragé à m'engager, même si je ne sais pas encore comment le faire comme père aidant, mais dans la question de la prévention du suicide et de l'accompagnement. C'est-à-dire que tout à coup, cet intérêt qui a été porté à ma parole, à mon expérience, a changé quelque chose, dans ma vie. Cette chose-là, c'est que d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, c'est possible, mais oui, il faut faire quelque chose, mais oui, j'ai quelque chose à faire.
Donc, il y a cette expérience qu'on a eue collectivement effectivement sur cette dernière phase du projet, d'intervenir par rapport à ce qui nous semblait intéressant visuellement, le fait de pouvoir intervenir sur des textes à rédiger, des choses comme ça. Et effectivement, je me suis dit, même en tant qu'usager, voilà, j'ai quelque chose à faire concernant la prévention du suicide, ce que je fais maintenant au niveau de mon département ou d'autres associations. Euh, et ça, c'est sûr que c'est cette expérience-là qui me l'a permis. C'est-à-dire que ça a légitimé ma parole. Voilà. Une parole qui n'est pas une parole médicale. Et ça, je vous en remercie parce que c'est quelque chose qui avait jamais eu lieu pour moi. Certains psychiatres disent qu'on a l'expérience mais qu'on n'y connaît rien. Et là, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est à ce niveau-là que j'ai envie de parler, de vraiment comment ça a été construit, comment ça a été accueilli. Et honnêtement, au début, je me suis dit, c'est peut-être un peu un truc en bois. Voilà, on a besoin de figurants usagers. Et à mesure que j'ai avancé dans le projet, que j'ai rencontré les personnes et que j'ai participé, ben pour moi, ça a été vraiment quelque chose de réel et qui m'a ben voilà, qui m'a enrichi. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire parce que, ben voilà, parce que pour moi, c'est bizarre de participer à un truc et d'en sortir grandi. D'une certaine façon, j'en sors grandi. Voilà, j'étais en train de finir mon deuil et voilà, je crois que maintenant c'est totalement réglé et que ben, maintenant j'ai envie de tendre la main à d'autres et qu'un site comme Espoir, ben, moi c'est sûr que j'aurais aimé l'avoir. Donc je suis très content qu'il existe parce que ben, voilà, parce que si j'avais pu m'y rendre, peut-être que j'aurais moins galéré pendant des décennies, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'il va faire plein de belles rencontres ce site et que plein de personnes pourront s'y rendre, quoi. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Gilles. Alors maintenant, je propose de donner la parole au docteur Édouard Lone. Eh ben, ça va pas être facile après Audrey et Gilles. Là, vous avez mis la barre un peu haute. Je vais essayer d'être à la hauteur. Merci beaucoup à tous les deux et merci à l'ensemble des personnes qui ont pris la parole. Voilà, ça montre hein, vraiment que, encore une fois, désolé de me répéter, mais le caractère collaboratif et participatif de l'étude, c'est effectivement pas juste des termes hein, qu'on a voulu mettre, comme l'a dit Gilles, hein, ça peut être des termes qu'on utilise comme ça dans la recherche ou dans les soins pour dire finalement qu'on fait les choses correctement. Là, c'était vraiment une philosophie, c'était pas juste un affichage, c'était vraiment une philosophie parce que c'est nécessaire, parce que c'est une expérience tellement particulière que il faut que tout le monde autour de la table puisse donner son avis, porter sa parole, je dirais au même niveau et qu'il n'y ait pas du tout de hiérarchie de la manière dont sont vues les choses. On va vous décrire un peu plus précisément comment les choses se sont faites. Alors, on va décrire avec Pauline un petit peu le projet de recherche et puis comment on en est arrivé là, et puis surtout la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle sert et comment on a pensé tout ça. Alors, quelques chiffres, certaines les connaissent déjà, mais c'est important à dire. On avait tendance à dire que pour chaque suicide, c'est environ 6 personnes qui étaient endeuillées. Hein, c'était Edwin Steinman, grand monsieur de la prévention du suicide, psychologue qui a créé le premier centre de prévention du suicide en 1968 à Los Angeles. Et ce nombre de 6 a été repris pendant très longtemps. Et puis finalement, des études plus récentes ont montré que lorsqu'il y a un suicide, malheureusement, ce n'est pas seulement 6 personnes qui sont touchées, c'est potentiellement jusqu'à 135 en moyenne. Alors, 135, ce n'est pas des personnes endeuillées. Mais ça a permis de se dire que peut-être le chiffre de 6 était un petit peu petit. Et finalement, aujourd'hui, le chiffre qu'on retient lorsqu'on parle des endeuillés par suicide, c'est 6 à 14. C'est-à-dire en moyenne une dizaine de personnes endeuillées par suicide. Ce qui fait que chaque année en France, on est aux alentours de 100 000 personnes endeuillées par suicide. C'est quand même très important. Et ça veut dire qu'il y a le besoin déjà à partir de là de proposer quelque chose. Quand vous avez 100 000 personnes qui se retrouvent avec une expérience aussi difficile, imaginez qu'elles puissent rester, comme nous l'a décrit Audrey et Gilles, sans aide, sans soutien, très seules face à cette expérience, qu'on soit adulte, enfant, adolescent, etc. C'est assez inenvisageable. Donc déjà un besoin, on va dire, en termes de nombre de personnes concernées.
Ensuite, l'idée, c'est que, Pierre tout à l'heure a commencé à le dire, finalement, la postvention, c'est de la prévention. Ça, c'est un terme central. Alors, la postvention, c'est un terme qui peut paraître peut-être un peu barbare quand on ne le connaît pas. C'est en gros tout ce qu'on peut mettre en place, l'ensemble des mesures d'accompagnement, de soutien, d'intervention, qui vont être déployées à la suite d'un suicide afin de prévenir les conséquences négatives pour l'ensemble des personnes exposées. Donc, les 135 personnes en moyenne, familles, professionnels de santé, autres usagers, patients, tout membre d'un établissement, etc., etc. Toutes ces personnes vont être concernées. C'est la postvention au sens large. Et puis lorsqu'on s'intéresse aux personnes endeuillées par suicide, on va utiliser un terme plus précis qui est celui de postvention individuelle. Alors là, pour le coup, on revient sur des termes peut-être un peu barbares, mais qui sont des termes professionnels qui sont importants. La postvention individuelle, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour les personnes endeuillées par suicide. Et c'est un bras très important de la stratégie nationale, globale, multimodale de prévention du suicide, parce que on sait qu'après un suicide, au moment où on peut imaginer qu'il n'y a plus rien à faire, en fait, il y a énormément à faire, et notamment pour les personnes endeuillées par suicide, qui rentrent dans ce qu'elles appellent elles-mêmes souvent, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, Audrey et Gilles, mais ce que souvent les personnes endeuillées appellent la perpétuité. C'est-à-dire quand on perd un proche par suicide, on prend pour perpétuité. C'est un deuil qui finalement va être présent pour toujours, et après c'est qu'est-ce qu'on peut faire, d'où le terme espoir, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. C'est l'objectif de la postvention individuelle. Alors, une des premières questions qu'on s'est posées, et finalement, pour le coup, la pandémie de Covid a joué un peu un rôle là-dedans. C'est vrai qu'on a vu fleurir en quelques semaines des plateformes pour tout un tas de choses, et finalement, pour des spécialistes de la postvention individuelle, rapidement, on s'est dit, mais attends, on est capable de créer des plateformes en 15 jours pour le Covid, et c'est très bien. Pourquoi on n'est pas capable de le faire pour la question du deuil après suicide? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore fait alors que ça existe dans d'autres pays? Mais pour ce faire, la première étape, c'était de se dire, est-ce qu'il y a un intérêt à aller dans le champ du numérique? Parce qu'on pourrait se dire, le numérique, c'est s'éloigner de l'humain, c'est s'éloigner peut-être des personnes endeuillées par suicide. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une revue de la littérature, notamment avec Lorraine Lestienne, qui est une psychiatre qui travaille avec nous. Et puis, on a fait la première phase de l'étude Espoir, qui était une étude de recueil des besoins et des attentes, avec notamment une enquête en ligne qu'on a lancée auprès de toutes les personnes endeuillées par suicide. On a eu plus de 400 réponses. Et le premier résultat, c'est qu'il y a une fréquente utilisation par les personnes endeuillées par suicide d'Internet et des réseaux sociaux. 3/4 des personnes endeuillées par suicide vont sur Internet dans le cadre de leur deuil, vraiment pour y chercher un certain nombre de choses, et 2/3 utilisent les réseaux sociaux. Deuxième point, ça tend à favoriser l'accès pour des personnes habituellement éloignées des dispositifs d'aide et de soutien. On sait que malheureusement, les personnes endeuillées par suicide vont, malgré un haut niveau de besoin potentiel en santé mentale, avoir des difficultés d'accès aux dispositifs d'aide et de soutien, d'accompagnement qui peuvent exister, à la fois du fait des difficultés propres au deuil après suicide, une tendance à l'isolement, une tendance avec la culpabilité à penser qu'on ne mérite pas presque d'avoir ces soins, et puis de l'autre côté, une difficulté d'accès tout court aux soins en santé mentale. On sait qu'on est dans un système assez complexe. Et on parlait tout à l'heure d'inégalités sociales et territoriales de santé, savoir que le numérique peut favoriser l'accès pour des personnes qui sont éloignées, pour des questions de défavorisation sociale, pour des questions d'âge, de genre, c'était également un élément très important. Plutôt des bénéfices perçus, notamment l'accès 24/24. Parce que ce que me disent et ce que nous disent les personnes endeuillées par suicide, c'est que des fois, les questions, les ruminations, parfois, ça prend cette forme-là, elles arrivent à 3h du matin le dimanche, et pas au moment où on est potentiellement dans le bureau du psychologue ou du psychiatre, qu'on est à l'association, et que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de répondre à ces questions. Autre point important, c'est le côté espace de non-jugement. Alors qu'on se sent potentiellement stigmatisé, que ce sentiment de honte peut être très fort, quand on est sur un forum pour personnes endeuillées par suicide, un site qui est dédié, on se sent non jugé parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, on sait de quoi on parle. Les personnes ont eu l'expérience ou travaillent dans le domaine et ne vont pas juger l'expérience qu'on peut partager. Et cette notion de partage d'expérience, c'est ce qu'on appellera tout à l'heure une communauté d'expérience, est vraiment centrale sur Internet. Et pour le coup, le numérique favorise ce partage d'expérience à distance, ce que je disais tout à l'heure, qu'on soit à 800 km de distance ou dans la maison d'à côté, je dirais, on peut rentrer en lien par les outils numériques. Et un point important, et ça c'est central, parce qu'on ne voulait pas que créer du numérique, ça puisse être une manière de remplacer quoi que ce soit, de remplacer le travail fait depuis des années par le monde associatif, de remplacer le présentiel, comme on dit maintenant, mais au contraire c'est complémentaire. C'est-à-dire que plus les gens vont sur les plateformes numériques dédiées au deuil après suicide, plus ils sont enclins derrière à aller se faire aider, parce que justement, peut-être d'autres personnes endeuillées vont leur dire « mais moi j'ai eu une bonne expérience,
l'accompagnement, le soutien par un professionnel m'a fait du bien, par une association, je vais à des week-ends de parole, je vais à un groupe de parole. Essaye toi aussi, peut-être que ça te fera du bien. Donc vraiment un intérêt perçu par les personnes concernées des ressources numériques concernant le deuil après suicide. Donc finalement, ça a renforcé notre idée et le constat était qu'en France, il n'existait aucune ressource institutionnelle en ligne fondée sur des données probantes pour les personnes endeuillées par suicide. C'est-à-dire que finalement, on n'avait pas de site interactif, dynamique, au sein duquel on était certain de retrouver des données qui soient à jour, qui puissent être mises à jour. Et donc c'est comme ça qu'est née l'étude Espoir, hein, endeuillé par le suicide d'un proche, étude de faisabilité d'un outil numérique d'information, ressources pour la résilience et le soutien. Bon, le titre était un peu plus large à l'époque, même parce que c'est une étude. Alors les études, ça a toujours des titres un peu plus larges parce que ça a besoin d'aller de manière très précise évaluer un certain nombre de choses. Et donc c'est comme ça qu'on a créé cette collaboration avec l'ensemble des acteurs que vous avez vus jusque-là, puisque l'étude Espoir était pensée déjà comme une étude participative et collaborative. Et c'est ce qui a donné la couleur à la plateforme Espoir qui voit officiellement le jour aujourd'hui. Alors pour les spécialistes de la recherche qui seraient intéressés par le fait d'aller voir plus en détail le protocole de l'étude Espoir, on vous invite à aller lire l'article qui est ce qu'on appelle en open access, hein, donc qui est accessible gratuitement sur Internet dans la revue Frontiers in Psychiatry, sur laquelle le protocole est décrit vraiment de manière très précise. Globalement, les mots-clés de l'étude Espoir, c'est une méthode mixte, c'est-à-dire ou intégrative, c'est-à-dire qu'on prend à la fois des données quantitatives, on fait des mesures d'un certain nombre de données qu'on recueille, et à la fois une analyse qualitative. On a fait énormément de focus group avec des personnes concernées, avec des associations, avec des professionnels, pour vraiment capturer, entre guillemets, hein, au sens positif du terme, toutes ces paroles justement nécessaires pour la création de la plateforme. Donc une approche centrée sur l'utilisateur, une recherche-action, hein, c'est-à-dire que c'est une étude qui visait à la création d'une plateforme effective et utile pour les personnes concernées. Et le cadre de la recherche sur les systèmes d'information, on a utilisé un cadre assez précis qu'on va vous décrire dans les diapositives suivantes. Donc, une collaboration, vous avez vu un certain nombre des personnes concernées, donc Richep, le FULBI, l'Interlude Santé, le Centre hospitalier du Vinatier, sous le financement de l'IRESP et du Vinatier, et surtout de nombreux et nombreuses participantes, personnes concernées, associations professionnelles, qui ont donné à Espoir sa couleur, effectivement, sa forme, son contenu, et c'est ça qui fait toute la force, il nous semble, en tout cas aujourd'hui, d'Espoir, et qui nous fait dire qu'on est relativement confiant et confiante dans le fait qu'on a proposé et qu'on propose un outil de qualité qui trouvera sa place dans le Lego de la prévention du suicide. Alors, désolé pour la diapositive en anglais, c'était simplement pour vous dire que la recherche sur les systèmes d'information, c'est une recherche qui se fait en 3 phases, et que ces 3 phases sont très importantes. Je vais essayer de les résumer rapidement. Une première phase, hein, où finalement on va s'assurer de l'intérêt de mettre en place l'outil qu'on veut créer. Parce que le risque, parfois, c'est d'avoir une idée qu'on pense très bonne, et souvent on est très enclin à penser que nos idées sont très bonnes, et on peut passer à côté de notre cible. Soit parce que ça existe déjà, soit parce que notre idée risque de passer à côté des besoins des utilisateurs. Donc c'était cette première phase de s'assurer que l'environnement était prêt, avait besoin de ce qu'on voulait proposer. C'est pour ça qu'on est allé voir dans la littérature, qu'on a fait cette enquête en ligne, pour nous assurer que l'idée de créer une plateforme numérique, dont la forme était encore à préciser, trouverait son public et aurait son intérêt aujourd'hui, en 2023. Deuxième partie du cycle, la première partie du cycle a la vocation à créer une sorte de cahier des charges pour dire voilà ce qu'on voudrait que fasse la plateforme, voilà ce qu'on voudrait qu'elle soit. Le deuxième cycle, le cycle de design, l'idée c'est de créer la plateforme à partir de ce cahier des charges, et avec finalement quelque chose d'itératif, c'est-à-dire des focus group, hein, des groupes de travail itératifs, répétés, qui vont permettre au fur et à mesure du design de dire est-ce qu'on change telle ou telle page, est-ce qu'on change la couleur, est-ce qu'on change le fond, est-ce qu'on change le contenu, est-ce qu'on change la manière d'entrer sur la plateforme, la manière d'aller et venir au sein de la plateforme, etc. etc. Donc là aussi, c'est une phase qui a pris un certain nombre de mois, parce qu'il s'agissait vraiment de faire un design progressif, et pas du tout de dire ok, cahier des charges, plateforme, et on l'avance, pour s'assurer que progressivement, on arrivait vraiment à une plateforme qui soit la plus efficiente possible. Et enfin, la phase 3, c'est la phase d'évaluation finale. Donc là, pour la phase d'évaluation, on a fait utiliser la plateforme à 30 personnes endeuillées par suicide pour qu'elles puissent nous dire est-ce que la plateforme qu'on avait créée, elle était effectivement facilement utilisable,
adaptée, facile d'accès, pertinente, efficiente pour les besoins et les attentes qui avaient été identifiés tout au long du processus. Donc tout ça, c'est 18 mois de travail, vous voyez, avec un travail remarquable qui a été fait par Pushkin, Listening. Alors Pushkin, on ne le voit pas là depuis tout à l'heure, mais il a fait un travail remarquable en tant que chargé de projet. Et puis c'est Pauline qui a pris la suite, et puis ils ont travaillé main dans la main, parce qu'elle a commencé sur son Master 2 à travailler avec nous, qui ensuite s'est engagé comme chargé de projet. Et c'est vraiment au cours de ces 18 mois que très progressivement, vraiment qu'une espèce de recette progressive, on a peaufiné, amélioré, modifié la plateforme. Encore une fois, pas en fonction de mon avis, celui de Pauline ou de Pushkin, mais en fonction des retours des personnes concernées. Donc, la bonne nouvelle, c'est que à l'issue, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, à l'issue de la 3e phase, effectivement, on avait mis un minimum pour qu'on puisse considérer la plateforme comme efficiente et efficace. Ce minimum, c'était d'avoir au moins 80% des personnes participant à l'étude qui cotaient, alors l'échelle qu'on a utilisée, à un minimum de 80 sur 100, et on a largement dépassé ce cut-off, entre guillemets, puisqu'on a un score final de plus de 90 sur 100, avec presque tous les utilisateurs, plus de sur 30, il y en a 29 qui ont coté au-delà de 80, donc on était bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Alors, pour aller un petit peu plus dans les détails, on va commencer à vous... Ça fait 1 heure qu'on parle, on n'a toujours pas décrit la plateforme, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est important qu'on vous explique comment on en est arrivé là, parce que ça fait partie aussi de la plateforme. Alors, qu'est-ce que va faire Espoir? Que va proposer Espoir? Encore une fois, ce n'est pas né de notre idée à nous, mais au vu du recueil qu'on a fait. Un premier point qui est ressorti, c'est le besoin d'informations et d'informations validées. Mon proche s'est suicidé, je suis perdu, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui lui est arrivé, j'ai besoin d'informations valides et validées sur les conduites suicidaires, sur la prévention du suicide, sur le deuil après suicide. Comment comprendre ce que je n'ai pas vu, est-ce que j'aurais pu mieux faire, est-ce que j'aurais dû mieux faire, qu'est-ce que j'ai raté, etc. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les conduites suicidaires? Je vis un deuil très difficile, est-ce que c'est normal que j'ai besoin d'aller au cimetière, que je n'ai pas besoin d'y aller? Est-ce que c'est normal que je lui parle? Est-ce que c'est normal que je me sente en colère, que j'ai honte, etc. Voilà, toutes ces questions qui sont très importantes, Audrey l'a dit, dans le deuil après suicide. L'idée, c'est de pouvoir y répondre. Deuxième point, l'accès à d'autres personnes, l'accès à d'autres témoignages, le sentiment qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'une communauté d'expérience et que d'autres personnes ont vécu ou vivent la même chose que nous. Donc offrir un espace d'accès à d'autres personnes endeuillées par suicide. Alors, par le biais sur la plateforme de témoignages, il n'y a pas de forum sur Espoir, c'est important. Pour l'instant, on n'a pas considéré pour le coup, en collaboration, en participation, que c'était pertinent de le faire. Peut-être que l'évolution de la plateforme fera qu'à un moment donné, ce sera le cas, mais pour l'instant, ça semblait risqué sur un certain nombre de points. On avait la crainte de perdre la maîtrise, pour le coup, de plein de choses. Donc, on a mis en ligne des témoignages. D'autres pourront venir. On est tout à fait prêt à recevoir de nouveaux témoignages. Il y en a une dizaine actuellement. Mais c'est aussi avec la partie orientation de la plateforme, orientation vers les associations près de chez moi. J'habite dans l'Ain, j'habite dans le Doubs, j'habite dans les Côtes-d'Armor. Qui, vers chez moi, peut m'apporter ce soutien? Comment est-ce que je peux rencontrer d'autres personnes endeuillées par suicide? La partie orientation va m'y aider. Offrir un espace d'accès à des professionnels de santé mentale. Alors pareil, il n'y a pas de consultation en ligne sur Espoir, ce n'est pas l'objectif, mais c'est la partie orientation. Comment est-ce que je peux trouver près de chez moi, à proximité, un psychologue, un psychiatre, une association, un lieu de soins qui pourra m'accompagner. Et effectivement, je vois une question dans le chat au niveau national, c'est-à-dire que je sois dans les Côtes-d'Armor, dans le Doubs, dans l'Ain, dans le Var, peu importe, dans le Nord, je vais trouver des ressources. Donc on a besoin aussi, c'est une plateforme, vous voyez, qui a besoin d'être alimentée par le terrain, parce que c'est une plateforme qui s'articule avec le réseau existant. On n'est pas là pour venir dire arrêtez tout, on a raison, c'est nous qui savons faire. Non, il y a des gens qui font un travail remarquable depuis des années. Il y a des personnes qui sont au quotidien auprès des personnes endeuillées par suicide partout en France. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire le lien entre les uns et les autres. Et il y aura d'ailleurs, il y a sur la plateforme Espoir des pages dédiées aux associations. Ils peuvent mettre du contenu, des actualités, parce que c'est des associations qui, Phare Enfants Parents, Vivre son deuil, qui participent avec nous depuis le début à la création de la plateforme. Donc un certain nombre d'outils, mais au-delà des outils, c'est aussi un engagement Espoir, et on tenait à insister là-dessus, c'est aussi une philosophie qu'on veut porter, et les engagements de l'équipe Espoir, c'est de poursuivre et de renforcer le travail de collaboration engagé avec l'ensemble des acteurs de terrain et les personnes concernées par le deuil après suicide. Ça revient à dire ce que j'ai dit en introduction,
À partir d'aujourd'hui, la plateforme, elle devient ce qu'on va en faire ensemble. Elle n'est plus entre les mains de notre équipe, elle est vraiment ce que chacun va vouloir et pouvoir y apporter, des témoignages, du contenu, des lieux, ressources et d'orientation. Et dans plusieurs mois, elle sera sans doute différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Deuxième engagement, offrir des ressources de qualité aux personnes endeuillées par suicide, aux associations et aux professionnels. C'est-à-dire que notre rôle, c'est aussi de nous assurer de la qualité des lieux d'orientation, par exemple. On ne va pas vous orienter vers des charlatans ou des personnes qui profitent des personnes endeuillées par suicide. On ne va pas mettre en ligne des témoignages ou des contenus qui contreviendraient à un certain nombre de données scientifiques, aux connaissances qu'on peut avoir sur le deuil après suicide ou sur le suicide, aux besoins et aux attentes des personnes concernées. Donc vraiment, cette question de qualité, elle est importante. Et la question de la mise à jour des informations qui sont disponibles sur la plateforme est aussi importante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, 20 mars 2023, les informations sont à jour, elles seront là pour les 10 années qui viennent. On en sait de plus en plus, on connaît de mieux en mieux le deuil après suicide sur un certain nombre de facteurs qui vont favoriser ou non la résilience. Et c'est important qu'il puisse y avoir une mise à jour de l'ensemble des contenus de la plateforme. Je ne sais pas s'il restait un dé. Voilà. Dernier point sur l'engagement, sur les engagements. Favoriser l'existence d'une communauté d'expérience centrée sur le deuil après suicide. Continuer d'œuvrer sans relâche pour améliorer l'accompagnement des personnes endeuillées par suicide. Il y a vraiment un rôle de plaidoyer important au sein d'Espoir. Vous l'avez compris, c'est aussi un engagement fort que de porter, de faire porter, de permettre aux personnes concernées de porter leur parole et pour défendre une meilleure prise en compte des personnes endeuillées par suicide au sein de la société, des médias et des institutions. Je crois que Audrey et Gilles nous ont dit tout à l'heure à quel point ça pouvait être difficile de se retrouver au milieu des autres, au milieu de la complexité qu'il peut y avoir après le deuil après suicide. Et je me réjouis personnellement de l'intérêt, par exemple, que portent les médias depuis quelques jours au lancement de la plateforme Espoir, preuve que le tabou qui entoure le suicide et encore très fortement le deuil après suicide est peut-être en train de se lever. Alors, ce n'est pas que grâce à Espoir, hein, c'est parce que justement un certain nombre de personnes œuvrent depuis longtemps et parce qu'on est à un moment donné de l'histoire de la prévention du suicide en France où on peut parler de tout ça, mais il y a encore un travail énorme et on jouera notre part en tant que petite brique de Lego, mais en tout cas on jouera notre part au milieu de ce grand édifice pour mener à bien ces engagements de la plateforme et de l'équipe Espoir. Merci beaucoup, Edouard. Alors du coup, je vais prendre le relais pour vous présenter la plateforme Espoir. Alors tout d'abord, une information très importante. Si vous voulez accéder à la plateforme Espoir, il faut taper espoir-suicide.fr dans votre barre de recherche. Alors je vais arrêter le partage de mon écran pour pouvoir vous présenter la plateforme. Alors juste, je me connecte quelques secondes. Alors, est-ce que vous voyez mon... Est-ce que vous allez voir la plateforme Espoir? Alors, du coup, là, vous avez... Oui. Du coup, là, vous avez la page d'accueil d'Espoir. Vous avez les 3 principales fonctionnalités. Je m'interroge, s'informer et soutien existant. Donc, je vais détailler dans quelques instants. Ici, vous avez un bandeau actualité. Vous allez retrouver les actualités. Donc, ça peut être, par exemple, des événements organisés par les associations. Donc là, par exemple, vous voyez, ici, on a Café Deuil. Et par exemple, s'il n'y a pas d'événement particulier lors d'une période de données, on peut mettre en avant des articles. Donc là, vous voyez, par exemple, des articles et des podcasts qui sont mis en avant dans la partie actualité. Alors ensuite, vous avez un espace témoignage. Vous allez pouvoir retrouver différents témoignages de personnes endeuillées par suicide. Ensuite, vous avez un espace se faire référencer comme soutien existant. Donc cet espace concerne les professionnels et les associations qui souhaitent se faire connaître sur la plateforme Espoir. Ensuite, là, vous avez la bas de page de la plateforme que vous allez retrouver ici différentes pages. Donc le projet Espoir. Donc dans cette page, on présente un peu comment est né le projet, ainsi que les missions de la plateforme. Donc ici, vous avez une présentation de l'équipe Espoir. Donc vous voyez que c'est une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, vous avez à nouveau l'espace témoignage. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des témoignages et avec aussi la possibilité de partager votre propre témoignage en cliquant sur ce bouton. Ensuite, vous avez un espace Nous contacter. Donc cet espace va vous permettre de prendre contact avec l'équipe Espoir.
Donc, si par exemple vous avez des questions, des problèmes techniques, il ne faut pas hésiter à contacter l'équipe Espoir via cette page. Ensuite, vous avez l'espace se faire référencer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça concerne les professionnels et les associations. Et le principe, c'est que en fait, les associations et les professionnels qui souhaitent se faire connaître vont avoir un sorte de formulaire à répondre. Et ce formulaire va nous permettre de rassembler des informations et aussi d'attester du sérieux du professionnel ou de l'association en question. Ensuite, ici, vous avez l'espace ressources pour les professionnels. Donc, dans cet espace, vous allez pouvoir retrouver des conférences, des articles scientifiques, des publications, donc en lien avec le deuil après suicide. Ensuite, vous avez l'espace contributeur. Alors, cet espace, c'est pour mettre en avant les personnes qui ont contribué à la plateforme Espoir. Donc, c'est des personnes qui ont, par exemple, écrit des articles pour la plateforme Espoir. Donc, l'idée, c'est un peu de les mettre en lumière en proposant une petite biographie. Ensuite, ici, vous retrouvez l'espace partenaire. Donc, voilà, les partenaires qui nous ont soutenus dans ce projet. Alors ensuite, je reviens sur la page d'accueil. Donc, vous avez sur le côté le numéro d'écoute, donc le 3114, donc accessible en cas d'urgence. Alors maintenant, je vais vous présenter les 3 principales fonctionnalités. Alors ici, vous avez l'espace « Je m'interroge ». Donc dans cette rubrique, vous allez pouvoir poser vos questions de manière anonyme à une équipe de professionnels. Et cette équipe a un délai de 72 heures pour vous apporter une réponse. Et en fait, l'idée, c'est que ça prend la forme d'une foire aux questions, c'est-à-dire que les personnes vont poser leurs questions. Et ensuite, les questions vont rester affichées sur le site. Donc, par exemple, là, vous voyez, une personne a posé sa question et donc la réponse plus sa question reste affichée sur le site. Donc, c'est pour permettre, par exemple, aux gens qui se posent la même question de pouvoir accéder aux réponses. Bien évidemment, si vous ne trouvez pas la question, la réponse, vous avez toujours la possibilité de poser votre propre question en cliquant sur ce bouton, en fin de page. Ensuite, vous avez l'espace s'informer. Alors, dans cette rubrique, vous allez pouvoir retrouver diverses ressources, donc en lien avec le deuil après suicide, mais pas que. Donc, l'idée, là, vous avez plein de ressources. Donc, ça peut être des articles, des podcasts, des vidéos. Donc, c'est assez varié. Vous avez aussi la possibilité de mettre en favori les articles que vous souhaitez. Donc, par exemple, si cet article m'intéresse, il suffit que je clique sur l'étoile et pour que ça apparaisse en favori. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, si je n'ai pas le temps de lire tel article, je peux me constituer une liste de lecture et par la suite revenir plus tard pour les consulter. Ensuite, vous avez l'espace soutien distant. Et donc ça, cet espace permet aux personnes de trouver du soutien à proximité. Donc en fait, on a répertorié donc, par rapport à la partie se faire référencer, donc on a récolté des coordonnées de professionnels des associations et ces coordonnées sont affichées ici dans cet espace. Et donc l'idée, c'est de permettre aux personnes de trouver du soutien. Donc là, vous voyez, vous avez 2 moyens pour le faire. Donc soit en vous aidant de la MAPS ou bien en rentrant votre code postal ici. Alors ici, donc là, je vais essayer de venir sur la France. Donc là, vous voyez, on a différents soutiens dans toute la France, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une carte de la France remplie. Et puis, vous avez sur le côté toutes les informations concernant les soutiens. Donc, ça peut être professionnel ou association. Alors, donc, voilà pour la présentation de la plateforme Espoir. Alors, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser dans le chat. On reste à disposition. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Pauline. Alors, peut-être que vous l'avez vu hein, en naviguant un petit peu en direct avec Pauline, il y a encore plein de choses qui restent à ajouter, effectivement, en termes de données d'orientation, notamment. On est très preneur. On a commencé un petit peu le partenariat, notamment avec le monde associatif, mais c'est un travail de fourmi hein, d'aller chercher au niveau national toutes les personnes qui peuvent être engagées, disponibles pour recevoir, accompagner des personnes endeuillées par suicide. Et puis nous assurer, on parlait de qualité, du fait que voilà, ce sont des personnes qu'on peut décemment mettre sur la plateforme. Donc c'est un travail de fourmi. Donc il y en a encore pour quelques temps avant qu'on soit exhaustif, si tant est qu'on arrive même à l'être un jour, mais on en est loin. Mais en tout cas, voilà, on est au travail là-dessus. Donc toute aide est la bienvenue au niveau local, territorial. Hein. L'idée, c'est vraiment que ça puisse répondre à chacun. Vous avez vu sur la carte qu'il y a des endroits voilà, on a déjà pas mal de choses et puis qu'il y en a d'autres où, pour le coup, on manque pour l'instant. Alors, on est aussi en train de travailler avec les associations pour le référencement de toutes les antennes locales.
puisqu'on a l'accord pour le référencement national, mais il faut qu'on fasse le référencement local parce qu'il y a déjà un maillage important d'un certain nombre d'associations. Donc, on est aussi au travail sur le référencement de toutes les antennes locales, mais c'est là aussi un travail de fourmi que Pauline réalise au jour le jour. Donc, elle est en train d'implémenter chaque jour un peu plus de nouvelles structures. Mais déjà, en une semaine, on a multiplié par je ne sais combien le nombre de structures référencées. Donc, ça va aller de plus en plus loin au fil des jours et des semaines. Alors, effectivement, là, je vois dans le chat l'idée de Viapsi, hein. On est preneur, je dirais, de tout ce qui peut aider, effectivement, pour référencer, sachant que l'enjeu, ça va être effectivement de trouver des personnes qui soient disponibles. L'idée, c'est aussi que les personnes se fassent référencer sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas non plus mettre des gens malgré eux sur la plateforme et qui se mettent à avoir énormément d'appels. Je pense à notamment des collègues en libéral. Il ne s'agit pas qu'on décide, nous, qu'un tel ou une telle peut recevoir des personnes. Il faut aussi qu'il y ait, je dirais, un accord entre les deux parties pour être référencé sur la plateforme, parce que on ne se rend pas bien compte aujourd'hui de quel va être, entre guillemets, le trafic, hein, sur le trafic au sens numérique du terme, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir beaucoup de personnes, voilà, quel va être le nombre de vues quotidiennes, quel impact ça va avoir en termes d'orientation vers les soins, et on ne voudrait pas que des collègues se retrouvent submergés par un nombre d'appels de toute une région, alors que ils ont plus tellement de place ou des choses comme ça. Et en tout cas, Madame Cosero, merci beaucoup. Si effectivement vous êtes OK pour entrer en contact avec nous, peut-être que Pauline, on rappellera dans le chat le mail pour contacter directement l'équipe Espoir, ce qui vous permet d'interagir directement avec nous et de nous faire des propositions. Et voilà, et vous l'avez compris, nous on est dans la collaboration, donc toute collaboration est bienvenue, et toute bonne volonté voulant nous aider est bienvenue également, parce que je le dis souvent comme ça, mais en prévention du fil et en postvention, on n'est jamais trop nombreux. Il y a tellement à faire que plus on est nombreux, plus on pourra apporter une aide, et surtout avec ce qu'on connaît des inégalités sociales et territoriales de santé. On sait que tous les territoires ne sont pas égaux face aux besoins et face aux possibilités d'aide, donc notamment pour les territoires les plus démunis, on est preneur d'aide et de soutien là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergeraient? Bon, sachant que de toute façon, encore une fois, on se tient disponible dans les jours, les semaines qui viennent pour répondre aux différentes questions qui pourraient se poser. L'idée pour nous, c'est vraiment, on vous remercie d'être venu aujourd'hui. On espère que la plateforme qu'on vous présente aujourd'hui vous semble pertinente. On a tout fait pour. Et vraiment, voilà, s'il vous semble que c'est pertinent, n'hésitez pas à la faire connaître, parce qu'il y a des besoins, hein. 100 000 personnes endeuillées par suite chaque année en France. Ça fait énormément de personnes chaque jour qui se retrouvent démunies, qui se retrouvent submergées par un tsunami, un cataclysme. Et peut-être que voilà, quelques minutes sur la plateforme Espoir pourront aider. Donc, vraiment, voilà, si vous pouvez diffuser à partir d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. C'était l'enjeu de ce webinaire, que de dire officiellement qu'à partir de maintenant, la plateforme est disponible. Il y a encore des améliorations. On est preneur aussi, hein, si vous allez vous-même sur la plateforme, vous voyez des petites choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous le dire, on le prendra pas mal. C'est un lancement, donc on sait que dans tout lancement, il y a parfois des petits détails à régler. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Bien au contraire, il vaut mieux qu'on modifie maintenant, plutôt qu'on se rende compte dans quelques semaines qu'il y a un problème, un bug qui est resté, ou un contenu qui n'était pas forcément adapté. Au niveau des questions qui sont posées, vous disiez, on en avait parlé, mais j'ai un petit trou. C'était des professionnels qui répondaient dans les 72 heures. Et c'est quel type de professionnels? Psychiatres, psychologues qui répondent de ce fait aux questions? C'est ça, ouais, c'est une équipe pluridisciplinaire, psychologue et psychiatre. On essaye toujours de travailler à plusieurs les réponses. Alors là, c'était plus facile parce qu'on avait fait une première demande, hein, à travers les forums de personnes endeuillées par suicide, des questions les plus fréquentes. Donc on a eu plusieurs semaines pour les travailler. Normalement, ça couvre déjà pas mal
des questions qui se posent, mais très clairement, on sait qu'il y a d'autres questions qui vont arriver. Donc, on se les fait tourner, entre guillemets, entre nous, hein, pour s'assurer, encore une fois, que la réponse soit la plus adaptée possible. Et la demande qu'on fait là dans le chat différé, hein, c'est le terme, c'est que les personnes puissent un peu contextualiser leurs questions, parce que ça nous permettra plus facilement de pouvoir répondre de manière adaptée à la personne et d'être sûr qu'on ne passe pas à côté peut-être de la spécificité de la question ou de vraiment l'attente qu'il y a derrière cette question. Et au niveau des ressources, si on en référence, c'est à Pauline qu'on les adresse? Alors, le mieux, c'est d'utiliser l'adresse mail, parce que c'est pareil, elle diffuse sur plusieurs professionnels. Et comme ça, voilà. Alors, effectivement, là, c'est Pauline qui gère ça, mais le mieux, c'est vraiment, on utilise ça de manière générale dans le service. Ça permet de s'assurer qu'un mail ne reste pas sans réponse pendant des congés ou toute autre raison qui ferait que la personne ne serait pas en capacité de répondre. Donc voilà, ça permet de s'assurer que c'est reçu par plusieurs personnes membres de l'équipe et que du coup, on apportera une réponse à la question ou à la remarque qui nous est faite. Eh ben, je profite, comme je vois qu'il n'y a pas trop de questions, je profite pour remercier vraiment encore une fois l'ensemble des personnes qui ont participé, collaboré à la création et au lancement de la plateforme. Parce que je pense que vous l'avez vu hein, dans les différentes présentations, c'est vraiment un haut niveau d'expertise quand même. Et derrière expertise, je mets aussi les savoirs expérientiels, hein, c'est-à-dire vraiment le savoir des personnes concernées. Mais c'est ce haut niveau d'expertise au sens large dans la création numérique, dans la prévention du suicide, dans la recherche sur les systèmes de santé, dans la psychologie sociale, dans un ensemble de domaines qui ont été nécessaires dans l'expérience du deuil après suicide. Et c'est ce haut niveau d'expertise qui nous permet aujourd'hui d'apporter cette plateforme avec confiance, encore une fois, dans la qualité et l'efficience qu'elle propose. Et sans cette collaboration et sans ces partenariats, sans cette participation des personnes concernées, on en serait bien loin. Donc vraiment encore merci à toutes et tous. Et maintenant, il se passera ce qui se passera avec cette plateforme. On va, nous en tout cas, être d'arrache-pied au travail pour qu'elle puisse apporter tout ce qu'elle peut. Mais en tout cas, chacun et chacune sera libre d'utiliser, de diffuser, de proposer de la vie pour cette plateforme et vraiment qu'elle puisse toucher les personnes concernées. Et je crois que déjà, dès lors qu'elle pourra apporter du bien-être à une ou deux personnes, ça sera déjà une première réussite. Et au plus on pourra toucher de personnes, au mieux ce sera, au vu encore une fois de l'immensité du besoin auquel font face tant de personnes dans notre pays. Merci beaucoup à vous. Eh bien, écoutez, on vous propose de nous arrêter là. Donc, on a enregistré l'ensemble du webinaire, donc il sera disponible et diffusable à la demande. Et puis, je pense qu'on le diffusera peut-être pour le coup sur la plateforme. Enfin, on va voir comment on fait en fonction de la taille du fichier, etc. Je vais laisser les spécialistes du numérique faire ça. Mais en tout cas, merci pour votre participation, votre intérêt et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.